Bonjour, je souhaite à présent évoquer avec vous la question du mal telle que Spinoza l'expose dans ses œuvres et dans sa correspondance. Mais attention, c'est un sujet complexe et controversé et il ne s'agit ici que de comprendre, encore une fois, sa manière de réfléchir afin de mieux saisir ce qui le guide, c'est-à-dire la recherche de la liberté. Comme nous l'avons vu, ne pas croire au libre arbitre ni à aucun finalisme de la nature pose effectivement très vite le problème de l'existence du mal dans notre vie quotidienne. Autrement dit, la question posée de savoir si le mal existe dans la nature et si l'homme est responsable du mal qu'il cause. Les philosophes de l'Antiquité estimaient, eux, que le mal n'existait pas dans la nature et Socrate enseignait, par exemple, que le mal n'est rien. Selon lui, quelqu'un de méchant ne l'était pas par nature et ne faisait en quelque sorte que se tromper sur la nature du bien. Mais la tradition scolastique, notamment tirée de saint Augustin, et qui influence encore la morale chrétienne aujourd'hui, fit valoir que non seulement le mal existe bel et bien, que c'est une réalité, mais qu'il s'explique parce que l'homme est libre, parce qu'il est capable de faire un choix entre le bien et le mal, et que le mal qu'il cause serait donc entièrement de sa propre responsabilité. Et même si la responsabilité du mal causée par un tremblement de terre, un virus meurtrier ou le fait qu'un enfant naisse aveugle ne devrait pas être attribuée aux hommes, cette manière de penser se tient en donnant à la nature une intention morale qui les rend responsables. Par exemple, en considérant que si un tremblement de terre a eu lieu, c'est précisément parce que les hommes se seraient mal comportés. C'est l'idée défendue par les religieux, selon laquelle les hommes naissent pécheurs, coupables du péché originel. Évidemment, vous vous en doutez, cette idée est démontée en pièces par Spinoza, qui considère que, comme la nature, Dieu ou la fortune, dit-il, n'est donc pas douée d'intention et que les hommes ne disposent pas du libre arbitre, la responsabilité du mal qu'on leur attribuerait est tout à fait illusoire. Rien n'arrive dans la nature qui puisse être attribué à un vice existant en elle, écrit Spinoza dans l'Éthique, et, selon lui, nous nous tromperions donc en considérant, par exemple, la cécité d'un nouveau-né comme mal, puisque quand il naît aveugle, un bébé n'est pas plus privé de la vue qu'une pierre ne le serait. Et que si l'on pense qu'il manque la vue à l'aveugle, c'est uniquement du point de vue de ceux qui voient. Spinoza reprend donc cette idée selon laquelle le mal n'existe pas dans la nature, mais son originalité, ce qui en fait une philosophie révolutionnaire, est de considérer que le mal n'existe pas, mais que le bien non plus. Et c'est pourquoi il parle d'éthique plutôt que de morale, en ne réfléchissant pas sur ce qui est bien ou mal, puisque ce sont des notions toutes relatives et subjectives, mais plutôt en fonction de ce qui est bon ou mauvais pour notre nécessité naturelle à persévérer dans notre être, dit-il. En d'autres termes, à vivre et à grandir, à nous épanouir en tant qu'être humain. En outre, en ce qui concerne la responsabilité des hommes qui se comporteraient donc mal, en commettant par exemple un crime, nous avons déjà vu que, pour Spinoza, cette manière de penser ne vise évidemment pas à les excuser. Car les hommes, même s'ils ne connaissent pas les vraies causes qui les déterminent à commettre un crime, sont toujours conscients de ce qu'ils font et sont donc, à ce titre, responsables devant la morale et la loi. Il est évident que les actions, par exemple d'un criminel, sont toujours liées à un déterminisme familial, social, économique, voire médical, si ces crimes s'expliquent par une pathologie physique ou mentale. Et c'est d'ailleurs le rôle de la justice qui, au-delà du droit pénal, prend en compte le fait que certains crimes ne doivent pas seulement être punis, mais aussi faire l'objet de soins, compte tenu du passé familial, social, psychologique du délinquant. Et c'est la raison pour laquelle le spinoziste Gilles Deleuze explique que l'éthique est en quelque sorte donc une éthologie, c'est-à-dire une science pratique des manières d'être, ou, dit-il encore, l'art de faire de bonnes rencontres. Autrement dit, la liberté, selon Spinoza, consiste donc à orienter notre existence vers ce qui accroît notre puissance d'agir et, en se tournant toujours vers l'avenir avec optimisme, de regarder le monde tel qu'il est plutôt que de l'imaginer tel qu'on aimerait le voir. Et c'est là tout le génie de la démonstration de Spinoza qui lutte contre les docteurs de l'ignorance et contre tous ceux qui affirment qu'il est bon d'ignorer. Au contraire,
C'est à la manière des géomètres, Moré et Géométrico, que Spinoza va étudier les passions humaines, même les plus irrationnelles, les déchirements, la folie, la tristesse ou la mélancolie, comme on étudierait les points, les lignes, les surfaces et les volumes. Il s'agit de la théorie des affects qu'il développe dans la troisième partie de son éthique et que je vous propose d'étudier maintenant. Merci de votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.